C'était il y a 2 ans en arrière, nous quittions nos personnages en fâcheuse posture et aujourd'hui, ça y est, on retrouve enfin tous nos personnages préférés et détestés dans ce nouvel épisode de Game of Thrones, le premier de la dernière saison, le tout premier de la saison 8. Je suis éclaté, je sors de 2 jours de convention, je n'ai plus de voix, donc excusez-moi si je bafouille un peu, là il est à peu près 5h et quelques, je suis éclaté complet, mais je vais essayer quand même de faire bref et synthétique d'une manière assez à chaud, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je peux dire pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'épisode mais qui voudraient quand même savoir quelques informations? Je vais donner vite fait mon avis à chaud sans spoiler et je reviendrai un petit peu plus tard sur certaines choses qui se sont déroulées dans ce premier épisode. Déjà, pour commencer, d'une manière globale, qu'est-ce que je peux en dire de cet épisode? C'est un bon premier épisode, c'est un premier épisode dynamique qui est assez différent de ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. En général, les premiers épisodes, c'était vraiment des épisodes de contextualisation, c'est-à-dire un épisode où on va nous présenter les personnages où ils étaient la dernière fois qu'on les a vus, et cette fois-ci, c'est un épisode qui va à 100 à l'heure, peut-être même qui va trop vite par moment, et en fait, on retrouve plus ou moins globalement les personnages là où on les avait quittés, même s'il y a eu quelques petites ellipses temporelles, bien entendu, forcément, avec les personnages qui se sont déplacés et qui ont bougé un petit peu à gauche et à droite. Mais d'une manière globale, l'épisode est vraiment très bon, je l'ai regardé avec grand plaisir, j'ai rigolé à certains moments, tellement que c'était un peu nerveux et que c'était normal. Je pense que je n'ai pas été le seul à rigoler, mais sinon, l'épisode était vraiment très sympa et agréable à regarder. Je vous invite à quitter cette vidéo, puisqu'à partir de maintenant, je vais tout simplement rentrer dans le détail et spoiler allègrement cet épisode. Alors, on va procéder par ordre plus ou moins, j'ai envie de dire chronologique, on va suivre le déroulé de l'épisode et je vais vous donner mon ressenti, des petites hypothèses et des petites pistes. On verra bien, on n'en est pas encore là. Bref, quand j'ai vu le générique, je savais qu'il y avait un nouveau générique parce qu'en fait, le nouveau générique avait fuité lors de l'avant-première il y a à peu près une semaine. Je ne l'avais pas vu, donc du coup, je m'étais gardé de la surprise. Et effectivement, le nouveau générique, comment dire? Alors, c'est très bien d'avoir fait de la nouveauté, c'est très bien. C'est génial même, mais en fait je l'ai trouvé un petit peu trop lisse par moments, beaucoup trop CGI-isé, donc avec des effets spéciaux vraiment. C'était trop lisse, j'avais l'impression d'avoir une véritable cinématique de jeu vidéo en fait, ça m'a un petit peu dérangé, mais pas trop non plus parce qu'au final on a vraiment rentré dans le générique alors qu'avant on survolait le générique. Là on a vraiment eu une vision différente, on est rentré dans le générique, notamment la séquence quand on arrive à Port-Réal dans le générique, où on voit vraiment tous les tourbillons des tours, on voit la salle du trône, on voit les caves et les sous-sols avec le crâne de dragon de Balerion, avec la fameuse arbalète gigantesque de Qyburn. On voit aussi un petit peu d'autres idées, le trône de fer qui se matérialise à la fin, c'est sans doute le symbole ultime, la quête ultime, c'est le trône de fer, et c'est pour ça que les personnages se battent encore, et c'est pour ça aussi que la menace des marcheurs blancs pèse, c'est sur le trône de fer et le royaume des hommes en général. Et en fait, ce générique, il est bien, c'est très bien d'avoir fait de la nouveauté, je le redis encore une fois, mais voilà, ça m'a un petit peu gêné, le côté trop lisse, le côté vraiment trop parfait, trop soigné. J'aurais aimé le côté un petit peu imparfait, le côté un petit peu dessin du précédent en fait, voilà. J'aurais aimé avoir le précédent mais avec une façon un petit peu plus actuelle, voilà, par exemple avec le mur cassé, juste ça, le générique c'était très bien, mais un petit peu bizarre sur le côté effets spéciaux. On verra bien, peut-être que dans l'épisode 2 justement ils vont nous faire le même générique mais avec d'autres évolutions, qui sait, ça serait pas mal. Je m'attendais à un petit peu mieux, quand on m'a dit il y a un nouveau générique, je me suis dit ah super, le nouveau générique, ça va être un truc totalement différent, et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait autour, ça m'a un petit peu... je me suis dit ouais bof, tout ça pour ça quoi. Enfin bref, c'était juste le petit bruit pour rien en fait au final, c'était la goutte d'eau qui a rien fait du tout quoi. On arrive ensuite sur une scène vraiment très sympa qui est carrément un miroir, c'est un petit peu ce qui ressortait de la promotion autour de la saison 8, un miroir vraiment de la première saison et du premier épisode où on a carrément, même j'ai envie de dire, même le miroir est poussé à son paroxysme puisqu'on a carrément la musique King's Arrival, donc le thème des Baratheons quand Robert Baratheon et toute sa clique débarquent à Winterfell dans le premier épisode. Là, on retrouve vraiment toute cette ambiance, c'est-à-dire l'arrivée de Daenerys et Jon Snow avec les Immaculés, avec Tyrion, Varys, Vergrim, Missandei, Sandor Clegane et compagnie, et bien sûr les dragons qui débarquent dans le nord à Winterfell, ce qui n'est pas sans poser certains problèmes, on va le voir aussi. Mais en fait, j'ai bien aimé ce côté vraiment, on redécouvre la première saison, on redécouvre le premier épisode, les premiers instants de Winterfell à travers une autre scène, c'est un petit peu faire la boucle et boucler, on revient aux origines, donc c'est
c'est très bien aussi. J'espère qu'il y en aura peut-être d'autres, des allusions comme ça à d'autres épisodes de Game of Thrones, des précédents, pourquoi pas, ça serait vraiment très sympa. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'attention très jolie et vraiment la musique de Ramin Djawadi est encore une fois excellente sur le coup parce que c'est le thème des Baratheons et ça fait vraiment plaisir à voir sur notamment cette image de Jon Snow et Daenerys qui font du cavalier ensemble et qui vont jusqu'à Winterfell pour obtenir justement les hommages des Seigneurs du Nord avec Sansa qui l'accueille. Mais Sansa, elle est hyper froide, tout le monde est froid, c'est vraiment étrange. On a vraiment une ambiance étrange qui se dégage de ces retrouvailles un petit peu. On a par exemple vraiment Sansa, Bran, Arya qui sont tous très froids. Tous les personnages vraiment à Winterfell sont froids. Quand ils accueillent Jon Snow, ils sont tous froids. Ils n'ont vraiment pas accepté le fait que Jon Snow ait plié le genou face à Daenerys. Et ça, c'est assez... c'était attendu, bien sûr, c'était attendu parce que tout le monde disait Sansa, dans la promotion qu'on avait vue, elle regardait ses pieds avant de dire « Winterfell est à vous, votre grâce ». Et dans la saison 1, c'était Catelyn qui disait la même chose à Bran. Quand Bran regarde ses pieds, ça veut dire qu'il va mentir. Et Ned Stark avait dit pareil juste avant. Quand Robert lui avait dit « Mais tous les Targaryens sont morts », Ned Stark regardait ses pieds en mode « Ah non, ils sont pas tous morts et t'en as un qui est juste à côté de toi ». Il y a vraiment un contraste qui se dégage de ces retrouvailles. On a Jon Snow et Daenerys qui sont vraiment très chaleureux, qui portent le feu en eux. Ils portent vraiment le feu. Et ils sont vraiment très accueillants. Ils sont enthousiastes par cette nouvelle alliance. Et à côté, on a le Nord. Le Nord, c'est Poker Face, quoi. C'est tout le monde tire la gueule, tout le monde est la mine grave, mais c'est normal, ils viennent d'apprendre aussi la terrible nouvelle, le mur est tombé, et avec le mur, le roi de la nuit a ressuscité le dragon Viserion, qui est un dragon spectre, ce n'est pas un dragon des glaces, et du coup, en fait, tout le monde est au courant, et Jon Snow et Daenerys ne sont pas au courant, ce qui pourrait aussi expliquer le fait qu'ils soient vraiment très chaleureux, très enthousiastes, limite souriants par moments, en mode « allez, on va guerroyer, c'est génial », et à côté, tu as tous les autres personnages qui tirent la gueule, clairement, ils tirent la gueule, ils sont en mode poker face, ils sont vraiment pas contents. Et en plus, tu as Lyanna Mormont qui à un moment s'énerve et qui se lève en mode « Oui, mais on t'a dit que tu étais le roi du Nord. » J'ai adoré cette scène, mais ça fait vraiment la petite gamine qui râle et tout. J'aurais aimé qu'elle dise à Jon « Mais ferme-la et t'es le roi du Nord, quoi. » Vraiment qu'elle lui dise clairement t'es le roi du Nord, on t'a élu pour ça. Et en fait, elle vient, elle fait sa petite gueulante, tous les seigneurs ils font oui, c'est vrai, elle a raison, et Jon Snow il fait oui, mais j'ai dit que blablabla, et tout le monde se rassoit en mode ouais, mais non. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de contestation, mais malheureusement, vous vous en doutez sans doute, hein, le but de cette saison, ce n'est pas de faire un jeu des pouvoirs vraiment autour du trône de fer de Game of Thrones, autour du trône du Nord et tout ça. C'est vraiment l'affrontement ultime entre les marcheurs blancs et les hommes. C'est ça en fait vraiment qui ressort le plus à chaque fois. On est en mode, on a des différences. D'ailleurs, c'est justement Tyrion qui le dit. Justement Tyrion qui est un Lannister et qui n'est pas du tout apprécié à Winterfell, quand il débarque, il le dit lui-même. On a peut-être tous des différences, on ne s'entend peut-être pas, mais il faut qu'on combatte ensemble ou alors on va mourir ensemble. Et clairement, c'est ça qui ressort de cet épisode, c'est vraiment la communion et la réunion de tous les personnages. En fait, il faut se réunir et se rassembler autour d'un chef, et le chef c'est Daenerys, même si c'est difficile à accepter, il faut qu'il l'accepte, parce que c'est le principe, quand ils sont tous ensemble, ils sont beaucoup plus forts, et il vaut mieux être tous réunis plutôt qu'éparpillés à gauche à droite et défendre chacun son petit château, comme nous verrons par la suite avec l'histoire du petit Lord Humble qui s'est très bien passé bien sûr. Enfin bon voilà, c'était les retrouvailles du Nord, c'était froid, donc justement j'ai trouvé ça assez intéressant, l'opposition chaud-froid qui arrête pas de s'engueuler, qui arrête pas de dire oui mais non, mais si, en fait, peut-être, Jon Snow j'ai plié le genou, mais ceci, cela. Ce qui m'a vraiment plu avec Jon Snow et la réponse des seigneurs, c'est qu'en fait là aussi on a un véritable miroir en fait. C'est le miroir du roi Torrhen Stark qui s'est agenouillé devant le roi Aegon Ier Targaryen, le fameux conquérant qui a fondé la dynastie Targaryen régnante sur le trône de fer. Et en fait, Torrhen Stark, il avait une immense armée, il aurait pu combattre et mourir peut-être dignement face au dragon d'Aegon et tout, mais il a préféré s'agenouiller et sacrifier son honneur pour le bien de ses hommes. Et Jon Snow, c'est un peu pareil, il a sacrifié son honneur pour le bien de ses hommes et pour le bien du royaume, parce que pour lui, ça ne servait à rien de contester l'autorité de Daenerys. Le but ultime, c'était qu'elle rentre dans son alliance pour aller l'aider de l'autre côté du mur à vaincre les marcheurs blancs et à combattre contre eux avec le feu des dragons, avec son immense armée, avec les Dothraki, les Immaculés. C'était le but principal et Jon Snow a réussi. Justement, Torrhen Stark, on l'appelait le roi qui s'est agenouillé, après d'une manière assez péjorative, et Jon Snow, j'ai l'impression qu'on va un petit peu l'appeler d'une même manière, mais en fait, comme je vous ai dit, c'est un sacrifice de son honneur, de son amour-propre pour son royaume et pour sa couronne,
pour sauver le plus de personnes et pour pouvoir peut-être passer la nuit, la fameuse longue nuit. Toujours dans le cadre du Nord, j'ai l'impression que tout s'est fait d'une manière assez rapide, et ça va être peut-être une critique que je vais refaire un petit peu tout au long de la review de cet épisode. C'est effectivement que cet épisode, j'ai l'impression qu'ils ont voulu vraiment caser le plus de choses. Toutes les questions qu'on était là en mode mais comment Bran il va lui dire que Jon Snow est Aegon, comment Bran va annoncer ceci à Jaime, comment Sansa va accepter que Jon Snow ait plié le genou, comment Arya va accepter que Jon Snow ait plié lui aussi le genou, comment vont se passer les retrouvailles de tous les personnages, comment Sam Tarly va apprendre la nouvelle et comment va-t-il prendre la nouvelle par rapport à sa famille. En fait, j'ai l'impression que cet épisode, ils ont vraiment voulu caser le plus de choses pour, entre guillemets, se dégager de tout ça et pour pouvoir avancer le plus vite possible, parce que le but ultime, comme je vous l'ai dit, c'est plus trop les intrigues politiques, les personnages, les relations, c'est vraiment l'affrontement ultime entre les marcheurs blancs et les hommes. C'est surtout ça qu'ils veulent absolument nous faire penser, et j'ai envie de dire même nous orienter vers ça. Même si dans cet épisode, il n'y a pas vraiment la menace des marcheurs blancs, à part une scène vraiment précise, le principal, c'était vraiment de caser le plus d'intrigues et d'essayer de résoudre les problèmes entre les personnages, ou vraiment d'annoncer les problèmes pour voir comment ils vont évoluer dans le deuxième épisode. Voilà, tout simplement. Donc le Nord, c'était bien au début, c'était très rapide, il y avait, voilà, comme je vous ai dit, le contraste chaud-froid qui était très intéressant, les seigneurs du Nord qui contestent vraiment l'autorité de Jon Snow, le fait qu'il se soit agenouillé, le fait aussi que Daenerys, entre guillemets l'envahissante, l'envahisseuse, soit arrivée avec toute son armée et que ça ne plaise pas et que tous les personnages présents sur place n'acceptent pas forcément cette nouvelle autorité centrale qu'est Daenerys, même si elle a des dragons, donc elle s'impose entre guillemets naturellement à eux, puisque Jon Snow leur dit voilà, elle a des dragons, il y a les marcheurs blancs qui arrivent, le mur est tombé, ils viennent tous d'apprendre ça. Donc au final, je pense qu'ils ne vont pas trop cracher sur ses alliés, après à voir comment les personnages vont assimiler et accepter toutes les informations qu'ils viennent d'avaler dans le premier épisode. Je pense que dans le deuxième épisode, ça va un peu plus se castagner, ça va un petit peu plus se gueuler dessus, parce que le premier épisode, c'est vraiment on se retrouve, on se parle vite fait, on n'ose pas trop se dire des mots, il y a beaucoup de jeux de regard aussi, qui est très très intéressant sur ça, mais je pense que l'épisode 2 va être beaucoup plus poussé sur ça, sur vraiment l'affrontement, et au final, ça va finir sur une réunion, une espèce de syncrétisme un petit peu de tout le monde, où tout le monde va vraiment se réunir autour de la cause commune, c'est-à-dire combattre les marcheurs blancs. Et ensuite, on arrive à Port-Réal, où Cersei est en train de regarder au loin la compagnie dorée avec Euron Greyjoy qui arrive, et c'est plutôt sympathique. D'ailleurs, j'ai adoré la séquence quand Qyburn arrive pour dire à Cersei votre grâce, le mur est tombé, et elle est là en mode c'est bien, genre elle en a rien à foutre, c'est génial. Elle se croit vraiment à l'abri à Port-Réal avec la capitale, les murs, son armée, le reste de son armée, parce que les Lannister ont été assez décimés. Donc voilà, Cersei elle est en mode elle s'en fout complet. Au final, elle est plutôt contente de voir que le mur est tombé, que l'armée des morts est en marche et arrive. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très intéressant, la petite séquence entre Euron Greyjoy et Yara Greyjoy dans le bateau. C'était une séquence vraiment très sympathique où Euron Greyjoy explique un petit peu son plan et la suite de ce qu'il va faire concernant Cersei, le combat mené contre justement ses ennemis, et le but ultime de Euron Greyjoy, c'est se taper la reine, et il y arrive justement lors d'une scène absolument géniale. Parce que en fait cette scène, au début Cersei, elle reste Cersei, c'est-à-dire vraiment je suis la reine, je reste droite dans mes bottes, je reste sur le trône de fer froide, j'ai la montagne pour me sauver, je reste fixé sur mon objectif, c'est-à-dire détruire mes ennemis, et après peut-être potentiellement j'irai faire des 3 cabrioles avec Euron Greyjoy. Mais là au final, j'ai beaucoup aimé cette scène où elle fait demi-tour, Euron Greyjoy il essaye de la convaincre, mais au final il a très bien compris qu'elle ne voudra pas. Et au dernier moment, elle est comme ça, puis elle se retourne vraiment, l'air de dire, genre, elle est perdue. Et là, on a vraiment l'impression, enfin moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'elle avait vraiment les nerfs qui lâchent. C'est en mode vraiment, je suis seule, je suis délaissée. Et j'ai Jaime qui est parti, j'ai Tyrion, mon ennemi, qui est là-bas. Tout le monde se prépare à combattre les marcheurs blancs. Et elle a vraiment un regard de désespéré, genre vraiment, au point où on en est, j'en ai plus rien à faire, vraiment. Elle est désespérée, et ce regard, ça se voit parce qu'elle est comme ça, et vraiment, elle bug, et j'ai vraiment adoré cette scène, genre, allez, viens, parce que là, c'est bon, j'ai besoin de ça. Et du coup, Euron Greyjoy, tout foufou, tout content, ils vont s'amuser et tout. Et j'ai trouvé cette scène assez intéressante, vraiment, parce que Cersei, elle est en mode, ouais, c'était pas mal et tout, on s'est bien amusé et tout. Euron Greyjoy, arrogant au possible, mais c'est le personnage, l'acteur est comme ça, donc c'est le personnage. Rien à voir avec le Euron des livres, bien entendu, qui est beaucoup plus machiavélique et sombre. Là, c'est un personnage un petit peu plus comique. Comme je dis, c'est une espèce de Joker un peu discount, mais j'aime bien, je trouve ça marrant. C'était pas mal parce qu'au final, on voit une Cersei totalement désespérée et désemparée, qui n'a plus rien à perdre, concrètement, elle n'a plus rien à perdre. Et même, justement, on la voit boire du vin, donc elle en a plus rien à faire, qu'elle soit enceinte et tout. Là, maintenant, même limite, je me demande si elle n'a pas peut-être menti sur le fait qu'elle soit enceinte pour essayer
peut-être de garder Jaime aux côtés d'elle pour essayer que Tyrion ait de la pitié pour elle au cas où si jamais elle perd. Peut-être que c'est un plan qu'elle a échafaudé pour éviter justement de se faire tuer en mode « Ah mais non, je suis enceinte, on tue pas les femmes enceintes », pour que Tyrion se dise « Ah mais non, c'est ma sœur, elle est enceinte et tout, je peux pas la tuer et tout ». C'est peut-être un mensonge, donc à voir peut-être dans la suite des épisodes, puisqu'elle boit du vin et au final, elle arrêtait pas de dire que boire du vin c'était très dangereux pour son enfant et tout. Et en fait, ce qui m'a vraiment intéressé dans cette scène et qui m'a vraiment captivé, c'est que Cersei, elle est dans une détresse émotionnelle, mais totale, du début à la fin, elle est dans une détresse émotionnelle, ça se voit, parce qu'elle est sur le point de craquer quand elle boit du vin en mode putain mais qu'est-ce que je viens de faire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'en fait elle réalise enfin que les marcheurs blancs ont passé le mur et ont détruit le mur et qu'ils arrivent avec une armée de 100 000, je ne sais plus combien, et en fait elle se dit mais bordel, ils vont tous crever, c'est pas possible. Ils vont tous être dans la merde et moi je vais être en première ligne, derrière je vais récupérer les restes. En fait c'était que du paraître depuis le début, elle faisait vraiment genre qu'elle en avait rien à faire que le mur soit tombé. C'était juste du paraître pour faire la forte devant Qyburn et devant ses gardes royaux et devant le royaume. Mais au final quand elle est seule, elle craque en partie puisqu'on voit vraiment qu'elle est en mode oh putain je suis dans la merde. Et quand elle boit son vin, tu sens qu'elle est au bout vraiment et qu'elle se dit bordel mais Jaime pourquoi je l'ai pas suivi? Après dire qu'elle a des regrets maintenant c'est peut-être aller un petit peu trop vite en besogne. J'ai envie de dire qu'elle vient juste de réaliser qu'elle est totalement désemparée et seule, malgré le fait qu'elle ait une armée, et au final, elle se rend compte qu'elle est isolée émotionnellement et sur le point de vue stratégique, qu'elle est totalement seule. Et justement, en parlant de Cersei et du fait qu'elle est seule, je pense aussi que la Compagnie Dorée et le fait qu'il n'y ait pas d'éléphant, alors énorme déception, petit aparté, mais énorme déception, il n'y a pas d'éléphant parce que les éléphants ne supportent pas l'eau, donc voilà, ils ne peuvent pas passer sur un bateau. Franchement, est-ce que c'était pas un petit peu juste pour nous hyper avec les éléphants parce que tout le monde disait ah on voit pas les éléphants dans la bande-annonce, hein, mais du coup on va pas les voir. Et moi j'étais en mode mais si on va les voir les éléphants, ils l'ont dit dans l'épisode 7, c'est forcément qu'il va y en avoir des éléphants et puis on sait qu'il y a des éléphants avec la Compagnie Dorée. Et là, ouais non en fait je les ai pas pris parce qu'ils aiment pas le bateau. Non, tu peux pas sortir ça alors que tu nous fais attendre depuis 2 ans avec des putains d'éléphants et nous on est là en mode ouais on va avoir des éléphants, ça va être génial, tu vas avoir peut-être pas comme le Seigneur des Anneaux avec les olifants, des trucs qui font 30 mètres de haut, mais tu vas avoir des éléphants et ça va être énorme. Et là, non j'ai pas d'éléphants, ils aiment pas l'eau, ils sont restés sur Essos, bon ben... Ok, donc en fait, est-ce que c'est pas peut-être une excuse juste pour dire ouais en fait on se débarrasse des éléphants parce qu'au final on a plus de budget, on a tout mis dans les dragons donc on peut plus mettre des éléphants. Voilà, ça m'a un petit peu déçu sur ça parce que la Compagnie Dorée justement je l'attendais un petit peu pour de la nouveauté, voir des éléphants autres que les mammouths qu'on avait vus dans les précédentes saisons, ça m'aurait plu, voir des éléphants en armure avec des soldats, des piquiers, des armures avec des pointes et tout, ça aurait été génial. Et là, bon, ben pas d'éléphants, bah tant pis, on fera sans les éléphants, on fera avec juste la Compagnie Dorée. Mais voilà, donc du coup, Harry Strickland, très sympathique, mais c'est con qu'il ait pas emmené ses éléphants, quoi. Franchement, les éléphants, je les voulais depuis le départ, j'arrêtais pas de dire oui, on va les avoir, et non, on les a pas eu, et ben tant pis, pas d'éléphants. Donc voilà, on fera sans, à moins qu'il nous fasse un plot twist en mode ah si les éléphants, ah je les sors de mon chapeau de magicien, ils sont là en fait. Non, donc voilà, malheureusement, au revoir les éléphants, désolé, hein, mais c'est dommage, je suis un peu triste sur les éléphants. Et du coup, pendant que Cersei et Euron s'amusaient à batifoler, on a eu le sauvetage de Yara Greyjoy par Theon Greyjoy, sauvetage éclair, je m'attendais vraiment, en fait, depuis le départ, j'arrêtais pas de dire ouais, Théon, c'est un personnage qui est torturé, qui est meurtri, on le détestait aux premières saisons. Et là, on va retrouver un Théon héroïque qui va aller sauver sa sœur, qui va se sacrifier pour arracher sa sœur des bras de son oncle. Non, pas du tout en fait, il est rentré, il a tiré 3-4 flèches, il a buté tout l'équipage de Euron, il est rentré, il a balancé une hache en mode ouais voilà je te libère, Yara elle se réveille, elle lui met une patate en mode tu as sauté du bateau, voilà ce que je te donne, mais... c'est trop rapide. J'aurais aimé en fait vraiment qu'elle soit sauvée peut-être plus tard ou qu'il se sacrifie Theon Greyjoy. Là, j'étais un petit peu frustré par cette scène. J'aurais aimé que Theon Greyjoy soit vraiment plus héroïque. Là, j'avais l'impression que c'était manière d'expédier vite fait. Par contre, chose qui m'a vraiment plu, c'est que en fait, on va avoir vraiment une séparation des deux personnages. C'est que Yara Greyjoy va aller sur les îles de Fer pour organiser un plan de secours si jamais ça se passe mal sur Winterfell. Du coup, est-ce que peut-être éventuellement, si Winterfell chute, ils vont tous se regrouper sur les îles de Fer? Pourquoi pas? À voir. Théorie, je sais pas du tout où ça va nous mener, mais en tout cas j'ai trouvé cette idée intéressante, vraiment qu'il y ait une séparation des deux personnages, puisque Yara elle a 3 bateaux, donc je vois pas trop où elle pourra aller essayer de rassembler les îles de fer autour d'elle, ça va être très difficile, sachant que Euron a toute l'armée avec lui, ça va être très difficile, mais pourquoi pas. Et le fait que Théon aille à Winterfell, c'est pas mal, dans le sens où ça fait un petit peu une espèce de boucle aussi, comme avec la saison 1 où Théon apparaissait à Winterfell pour la première fois.
Du coup, vu qu'il a grandi une grande partie de son enfance et de sa vie à Winterfell aux côtés des enfants Stark, le fait de retourner défendre la ville qu'il a vu un petit peu grandir et qu'il a accueilli en tant qu'otage, même si au final il était otage, pas trop non plus, peut-être qu'il va se sacrifier pour sauver Sansa, ça sera peut-être une manière de se racheter, même s'il a déjà plus ou moins fait dans la saison 6, peut-être qu'il va le faire dans la saison 8, ou alors peut-être que Yara va arriver plus tard et qu'elle va venir les aider aussi, ou que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir une retraite sur les îles de Fer. Pourquoi pas, il y a de très bonnes idées, mais voilà, la séquence du sauvetage de Théon, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus héroïque et de plus tardif. Je m'attendais pas à le voir arriver aussi rapidement, vraiment, Théon... à la fin de la saison 7, il est en mode « Ouais, vas-y, on va sauver ma soeur et tout, ça va être génial et tout. » Moi, j'étais en mode « Ouais, vas-y, Théon, vas-y. » Et là, ouais, bah vas-y, Théon. Ah ben c'est fait, bon bah ok, scène suivante quoi. C'était trop rapide, c'était trop brusque, et on revient un petit peu sur la critique que j'ai dit tout à l'heure par rapport au Nord. Ça va peut-être un peu trop vite pour un premier épisode, ça va beaucoup trop vite, on n'a pas le temps d'avaler, on est en mode ouais, il y a ça, putain, il y a ça, trop bien, il y a ça. Ça va trop vite, on n'a peut-être pas le temps de, entre guillemets, vraiment profiter de l'instant, de vraiment profiter pleinement de la séquence. Il y a quelques séquences vraiment où j'ai vraiment profité pleinement du moment, mais là, le sauvetage de Yara par Théon, c'était peut-être trop rapide et vraiment inattendu, mais d'un côté c'est bien aussi que ce soit inattendu et rapide, ça veut dire que la saison 8 va nous surprendre, et pour l'instant elle me surprend admirablement bien, puisque la plupart de mes théories et de mes analyses entre guillemets se révèlent fausses, tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux, ça prouve pas peut-être que je suis un mauvais théoricien ou analyste, c'est juste qu'au final, eh bien la saison 8 a encore des ressources pour nous surprendre, et c'est tant mieux, et j'espère que les épisodes suivants vont encore plus nous surprendre à toutes et tous, avec des petites séquences qu'on n'aura jamais pu anticiper, comme par exemple le sauvetage de Théon dans le premier épisode. On m'aurait dit Théon il sauve Yara dans le premier épisode, j'aurais dit impossible. Ben, au final c'est fait, c'est passé. Et enfin il y a aussi une séquence qui est balancée en mode ouais on va se débarrasser d'un personnage assez encombrant, c'est Bronn. Bronn qui fait des cabrioles avec 3 prostituées. Une séquence qui est expédiée, mais moi j'ai l'impression aussi que c'est un peu comme les éléphants, on nous a balancé ça pour éviter de faire des CGI d'éléphants. Là j'ai l'impression qu'on nous a balancé ça pour éviter d'avoir une séquence où Bronn va voir Cersei, puisque vous le savez sans doute, ou peut-être pas, mais je vais vous le dire. L'acteur de Bronn et Cersei étaient mariés ou en couple, je ne sais plus trop, avant la série, ou peut-être pendant, je ne me souviens plus trop. Et en fait, il y a eu un divorce ou une séparation très difficile, et ils ne peuvent plus vraiment se voir sur des tournages. Il y a une séquence dans la saison 3 où ils passent l'un à côté de l'autre, et Cersei elle est comme ça, vraiment, elle le regarde pas, et Bronn il baisse la tête, et sinon à chaque fois ils essayent d'éviter de mettre les deux personnages ensemble à cause du fait que les acteurs ne s'entendent pas, et en fait j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès de faire dégager Bronn de la capitale pour aller dans le nord, pour éviter justement qu'il y ait des soucis avec l'actrice de Cersei. C'est pas mal, mais en fait moi j'avais anticipé autre chose pour Bronn, j'aurais pensé qu'il allait suivre Jaime d'une manière un peu plus symbolique, dans le sens où il allait dire ouais mais attendez, vous croyez vraiment que vous allez vous débarrasser de moi comme ça? Eh non, vous me devez un château et tout. Je m'attendais à une scène un peu comme ça, genre où on voit Jaime qui avance dans le Conflans ou un petit peu dans le nord, et t'as Bronn qui le suit au loin en cheval et qui lui dit ça. J'aurais aimé voir ça, c'était plus intéressant à mon sens, c'était mon idée principale que je voulais voir. Maintenant la série a fait un autre choix, et a fait un choix plutôt là aussi surprenant, donc on revient un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'elle me surprenne pour l'instant, pour un premier épisode, c'est qu'en fait Qyburn arrive en mode oui j'étais un simple maître qui faisait des expériences un peu foufou, et au final elle m'a nommé main de la reine, donc du coup vous, si vous arrivez à aller jusqu'au bout de votre mission qu'elle vous a confiée, vous saurez peut-être encore plus, donc qui sait s'il faut peut-être qu'il lui vende des projets, mais bon j'y crois pas du tout, et en fait il lui apporte carrément l'arbalète de Joffrey, qui a servi à Joffrey à faire mumuse, à tirer sur le sanglier, et à tuer justement Tywin Lannister, donc Cersei lui donne vraiment une arme tueuse de Lannister, symboliquement parlant et même physiquement parlant, et en fait cette arme, elle veut que Bronn aille tuer tout simplement Jaime Lannister et Tyrion Lannister. Si j'ai bien compris, elle veut que Bronn ne prenne pas part au combat, mais qu'il soit juste au loin et qu'il vise et qu'il tire à l'arbalète si jamais Jaime et Tyrion devaient s'en sortir. Mais en fait, concrètement, je pense que c'est juste du fake. Bronn va aller dans le nord avec cette arbalète, mais au final, je pense qu'il va se ranger aux côtés de Tyrion et Jaime, parce qu'il va très bien comprendre que c'est mieux de se battre aux côtés des vivants, plutôt que d'avoir les promesses de Cersei qui sont restées à Port-Royal et qui ne valent rien du tout. Peut-être que Bronn va se racheter de ce côté-ci, peut-être qu'il va avoir un petit peu un déclic, parce que pour l'instant, Bronn il pense qu'à sa gueule, mais c'est normal, c'est Bronn. Peut-être qu'il va avoir, comme je vous ai dit, le déclic et avancer vers autre chose et voir que au final, la menace ultime, c'est pas que le trône de fer avec Cersei qui fait sa petite guéguerre et qui fait sa petite mégère sur son trône toute seule, c'est plutôt en fait l'affrontement entre les hommes et les marcheurs blancs qui est le plus saisissant, et je pense qu'au final Bronn ne va pas respecter
respecter cette fameuse mission que lui a donnée Cersei à travers Qyburn, là aussi, parce que Cersei, elle peut pas parler à l'acteur de Bronn, c'est pas possible. J'ai l'impression que c'est juste une scène prétexte pour dégager en fait l'acteur de Port-Réal pour qu'il aille le plus loin possible. C'est juste ça en fait qui m'a un petit peu frustré. J'aurais aimé qu'elle soit mise en scène différemment comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais sinon au final c'était quand même sympa, une petite séquence vraiment... En plus même un moment quand il s'amusait avec les prostituées, quand les prostituées disaient ouais comment il s'appelait lui le roux et tout. Et en fait je m'attendais à ce qu'il y ait une scène en mode mais au fait... comment il s'appelle le mec qui avait la queue magique là, Podrick, et en fait je m'attendais à ce que Bronn dise Podrick, et en fait non, au final ils l'ont pas dit, donc bon voilà, j'attendais des choses, c'était rigolo, mais pour moi c'est juste une scène prétexte pour dégager l'acteur. Et ensuite, on continue notre vadrouille, on revient dans le nord, et là dans le nord, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore les personnages qui font des retrouvailles, justement, on retrouve un petit peu le même schéma que le début d'épisode, c'est-à-dire Jon Snow qui est plutôt chaud, qui est chaleureux, qui essaye un petit peu de montrer du bon et du bon de Daenerys aux côtés des seigneurs pour essayer un petit peu de rassembler tout le monde autour de Daenerys et de sa cause et justifier le fait qu'il ait plié le genou. Et en fait, tout le monde est froid, mais le nord est vraiment froid au sens propre comme au sens figuré. Et justement, Davos qui fait un petit peu l'intermédiaire aux côtés de Varys et de Tyrion en expliquant que le nord ce n'est pas une région de Westeros comme les autres, c'est vraiment une région où il faut gagner le respect des seigneurs pour pouvoir espérer gagner leur cause, clairement. Et en fait, Jon Snow lui, il avait gagné leur cause à travers la bataille des bâtards quand il avait destitué et détruit carrément la lignée Bolton. Il y a vraiment une fracture au niveau du lien qu'il y avait entre les seigneurs du Nord et le roi du Nord. Et justement, c'est Davos qui fait un petit peu le lien en montrant... peut-être qu'il faudrait faire ça, mais c'est Davos qui fait cette espèce de lien un petit peu de porte-voix de Jon aux côtés de Tyrion et de Varys, qui sont entre guillemets les porte-voix de Daenerys, pour essayer un petit peu de réconcilier le clan des anciens avec le clan des jeunes. Et en fait, j'ai trouvé cette séquence plutôt sympathique, ces dialogues un petit peu, ces allusions aux personnages et tout, c'était vraiment très sympa. Quand je dis que tout le monde est froid, c'est vraiment tout le monde est froid l'un vers l'autre, et les personnages, ils enchaînent les poker face, mais en non-stop, tous les personnages sont comme ça. Bran, c'est un stalker, je suis désolé, Bran il est comme ça sur sa chaise, il le regarde de loin, il fait « Toi, je sais ce que t'as fait. Toi, je sais ce que t'as fait. Toi aussi. » Bran c'est vraiment un robot, c'est pas possible, mais j'espère qu'il va revenir comme l'acteur nous avait dit en convention, j'espère que le vrai Bran va revenir un petit peu parce que quand je reviens sur le début de l'épisode, mais quand Jon Snow il lui balance Ah tu es devenu un homme maintenant » et lui il fait « Non ». C'est vraiment un robot quoi. Non, je ne suis pas un homme. C'est vraiment un robot quoi. Et Jon Snow il est là. Mais qu'est-ce que t'es alors? T'es quoi? T'es quoi? T'es un gamin ou quoi? Non, en fait, il veut dire oui, non, je suis pas un homme, je suis la Corneille, mais il va lui expliquer plus tard, je pense. Bran, c'est Jean-Michel Pokerface, j'apparais, je regarde de loin, je fais oui, non, voilà, c'est vraiment un robot. Mais c'était drôle, mais parce que c'est le personnage de Bran, donc celles et ceux qui ont détesté le Bran de la saison 6 et 7, je pense qu'ils vont le détester, celui de l'épisode de la saison 8. Mais bon, en fait, c'est Bran, quoi, c'est Bran. Mais sinon, vraiment, tous les personnages enchaînent les Pokerface. À un moment, tu as carrément Sam qui enchaîne un méga Pokerface, t'as fait à mon frère, à mon père et tout. Et là, t'as Daenerys qui est en mode « Non, je l'ai tué parce qu'il m'a fait ça ». Genre elle, dans sa tête, elle a pas fait de conneries, c'était justifié. Jorah, il est vraiment choqué en mode « Oh putain, mais elle a vraiment fait ça, merde. » Et Sam, lui, vraiment, j'ai vraiment cru que Sam, à un moment, quand il a appris que son père a été tué, on sent qu'il est dégoûté, mais pas trop quand même, parce qu'il peut se rattacher encore à son frère. Et quand elle lui dit « Votre frère l'a rejoint », là j'ai vraiment cru que Sam, il allait lui foutre une claque. Franchement, j'ai vraiment cru qu'il allait lui foutre une claque. Et j'aurais aimé qu'il lui en foute une, mais Sam est trop bien éduqué pour ça, et trop fragile psychologiquement et mentalement pour vraiment craquer devant Daenerys. Mais il va craquer un peu plus tard devant Jon Snow, et ça c'était vraiment une bonne scène justement, on va en revenir après. Mais la scène de Daenerys et Sam était vraiment très sympathique. Daenerys elle est un peu partagée entre incompréhension et tout, mais c'est une séquence assez particulière à analyser parce qu'au final c'était une séquence vraiment... bizarre, c'était pas une séquence émotionnelle, c'était une séquence vraiment de la gêne, quoi, le malaise, la séquence que tu ne veux jamais vivre, au final c'est Sam qui l'a vécu pour nous et c'est vraiment une séquence assez bizarre. Mais avant tout ça, il y a eu quand même une séquence vraiment très sympathique et vraiment magnifique même, j'ai envie de dire, la séquence du vol de dragon avec Jon Snow et Daenerys qui volent tous les deux sur leur dragon. Alors justement, en parlant des dragons, donc on va faire avant de parler des dragons, on va revenir vite, la scène est très belle, c'est poétique, le ballet des dragons, la danse des dragons dans le ciel,
ciel, c'est super, c'est génial, les effets spéciaux. Ils nous ont bien eu d'ailleurs sur la bande-annonce où ils avaient carrément effacé Jon Snow qui était sur le coup de Rhaegal et Daenerys sur le coup de Drogon. Mais bon, les séquences, on voyait les dragons qui volaient comme ça, des plans séquences, donc on se doutait bien qu'il y avait Jon Snow et Daenerys dessus. Que, très belle scène, très sympathique, avec des beaux plans aériens, des effets spéciaux superbes, rien à dire. Le seul... pas vraiment un reproche, mais c'est plus une espèce de constat que j'ai eu un petit peu, après vous me direz en commentaire si vous aussi vous l'avez eu, c'est en fait, j'ai eu l'impression que les dragons, ils sont trop personnifiés en fait. J'avais l'impression d'avoir un petit peu en face de moi la trilogie du Hobbit de Peter Jackson, où Smaug, qui est un très beau dragon, très magnifique, très très beau, mais Smaug en fait, il a vraiment des expressions du faciès. Et là, j'avais l'impression que Drogon et Rhaegal avaient ces expressions de faciès un peu à la Smaug. Et à un moment, j'ai vraiment cru que Drogon, il allait nous balancer une phrase, quoi. Mais vraiment, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué, cette scène. Parce qu'en fait, on voit Jon Snow et Daenerys qui se roulent des paloches devant une cascade. Jon Snow il se retourne en mode mais il y a tes dragons là, c'est pas gênant, et elle fait mais non vas-y on s'en fout et tout, il y a personne et tout, et là il se roule une paloche et t'as Jon Snow, hop il ferme les yeux et là genre il regarde comme ça, et là tu vois Drogon comme ça. Mais la scène, ah mais trop bizarre en fait, c'est vraiment genre le mec il la regarde comme ça, il fait vous allez le faire hein, vous allez le faire, ouais allez on va se casser. Mais j'avais vraiment qu'il allait lui balancer des informations à la con quoi. Non mais j'ai vraiment cru que Drogon il allait commencer à parler en mode tu veux que je me cache. Non mais je sais pas, ça m'a donné cette impression vraiment, la bouche des dragons, le fait qu'ils aient une espèce de faciès avec un semi-sourire bizarre. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est... je sais pas, c'est trop bizarre. Pour moi, les dragons, c'est vraiment des créatures magiques méchantes, ça reste des créatures féroces. Là, j'avais l'impression d'avoir Smaug en face de moi, quoi. J'espère que ça va pas trop se reproduire, parce que le jour de la bataille, s'il commence à s'asseoir et à faire un Shifumi avec Viserion, ça va pas le faire, quoi. C'est bizarre, parce qu'au final, Drogon, quand on les voyait avant, c'était vraiment un personnage... Drogon, c'était quelque chose, c'était vraiment une créature élégante et forte. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont fait une espèce de Drogon un peu comique, un peu bizarre, un peu dans le sens on va essayer d'adoucir la scène avec la petite blagounette, la petite blague à la Marvel, la fameuse blague à la Marvel, je sais pas. J'avais l'impression de voir le chapeauté qui fait les yeux comme ça, écarquillés, en mode oh putain, j'admire quoi. C'est genre, ah, l'inceste. Cette scène, elle était bizarre en fait. Je suis partagé entre le. Pareil, un peu comme Sam, je suis un peu partagé entre le malaise et le rire. J'ai vraiment eu un rire, mais éclaté de rire. J'ai rigolé, mais comme un malade quand j'ai vu la tête de Drogon, j'étais là. Oh putain, mais il est taré. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La séquence de Drogon qui regarde, poker face. Poker face total. Partagé entre le bizarre, le ridicule et le poker face. J'ai rien compris, j'ai éclaté de rire. Enfin bon, c'était nerveux, mais. La séquence, je pense que ça va devenir un sacré mème, hein. Franchement, ça peut devenir un mème cette séquence, ça peut vraiment devenir pas mal. Et pour revenir à la relation Jon-Daenerys, Jon Snow il essaye un petit peu d'imposer Daenerys auprès des Seigneurs du Nord, et Daenerys elle essaye un peu, elle aussi, de s'imposer auprès des Seigneurs du Nord, et c'est assez étrange là aussi, cette espèce de jeu des alliances entre le Nord et le Sud avec Daenerys. Justement, ce jeu des alliances qui va encore amener d'autres retrouvailles, par exemple avec Sandor Clegane et Gendry qui vont retrouver Arya dans une séquence absolument mémorable. Je rigole, mais parce que je rigole d'avance, en fait, je viens de repenser à la première phrase qu'a dit Clegane à Arya, c'était vraiment mais énorme, genre putain, t'es vraiment devenu une merde. En fait, c'est vraiment genre je sais pas, c'était vraiment une séquence, mais le vieux Clegane, quoi, c'est. T'as l'impression qu'il voulait lui dire quelque chose de touchant, mais le seul truc qu'il a voulu dire, c'est en gros, ouais putain, t'es encore en vie toi, ouais tu m'as laissé crever, tout, et elle a fait, ouais je t'ai laissé crever. Tu vois vraiment qu'il y a une relation, qu'il y a eu une différence entre les deux personnages, et qu'il y a eu quand même du vécu, parce qu'ils ont vécu vraiment ensemble la saison 3 et la saison 4, et en fait, ce passé, il ressurgit à travers cette séquence retrouvailles assez étrange et assez bizarre, de Arya avec Clegane, que j'ai trouvé vraiment plutôt marrante sur le coup, parce que c'est Clegane et ça reste Clegane, ça permet un peu d'adoucir la séquence aussi. Et justement, en parlant d'Arya et des retrouvailles avec Gendry, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle donne un plan en mode voilà, je veux ça. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut faire en fait? Et quand j'ai essayé, je pense que je vais revoir la scène un peu plus tard, j'ai l'impression que c'est une espèce de lance, mais une lance, je sais pas, avec l'embout qui est peut-être un petit peu pas rétractable, mais je sais pas, il faudra que je vois vraiment cette arme, parce que cette arme m'intrigue beaucoup, et je me demande vraiment pourquoi Arya elle a donné ce plan à Gendry. Bah déjà c'est parce qu'elle maîtrise les armes, donc peut-être qu'elle a envie de se battre avec une arme un peu plus pratique qu'une simple dague en acier valyrien qui a juste ça de lame, alors que peut-être une espèce de lame vraiment plus longue, ça peut être plus intéressant pour elle
pour se battre contre les marcheurs blancs. À voir, mais en tout cas, Arya, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante dans cette saison 8 pour l'instant, dans ce premier épisode, et je me demande vraiment comment elle va évoluer et comment elle va se battre par la suite. Et d'ailleurs, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit en début d'épisode, mais la retrouvaille Jon-Arya, c'était vraiment sympa, à part le côté on montre nos armes, qui est la plus grosse. Bon, ça c'était un petit peu fan service. Arya, elle est derrière Jon Snow et elle va lui dire en gros ne renie pas tes origines, ne renie pas ta famille. Et c'est un petit peu Arya qui veut faire la Catelyn Tully un petit peu, si on veut, à mon sens, c'est-à-dire elle va essayer de penser à la famille avant tout, et Jon Snow, même s'il est dans la famille, il faut qu'il pense à la famille avant tout. Après on verra avec la fameuse révélation comment ça va se passer autour de tout ça. Justement, j'en viens à la révélation. La révélation, c'est Sam qui juste après va voir Jon Snow pour lui dire, parce que Bran lui dit va lui dire, et lui il fait oui je vais lui dire, et le robot il est là, va lui dire. Voilà la séquence Bran robot, maintenant tout le monde va l'appeler le robot, ça va être génial. Sam va donc dans les cryptes voir Jon Snow qui est en train d'allumer les bougies pour rendre hommage à ses ancêtres après son retour, et en fait c'est une séquence assez touchante parce qu'il allume la bougie de Ned Stark et il le regarde en mode c'est mon père et tout, et là t'as Sam, alors Sam j'ai pas compris ce qu'il a fait, il a fait une espèce de bruit bizarre, je sais pas s'il s'est cassé la gueule dans les escaliers ou quel était le but de cette scène, j'ai pas compris. C'est un peu le contraste de cet épisode, tu as du sérieux et du bizarre par moment, du comique, tu comprends pas. Et en fait, Sam, il va lui balancer en gros, ouais mais tu savais qu'elle avait buté mon père et qu'elle avait buté mon frère, mais tu sais que c'est la fille du roi fou, tu sais qu'elle est peut-être un peu tarée au final, mais tu crois pas que ça devrait être toi plutôt le roi? Et là, Johnson il est là, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est de la trahison, blablabla. Et là, il lui balance en mode, mais tu crois que c'est qui tes parents? Tu crois que c'est qui? Ta mère c'est Lyanna Stark et ton père c'est pas Ned Stark, c'est Rhaegar Targaryen. Et oui, et toi tu t'appelles Aegon Targaryen, 6ème du nom, et t'es le roi du trône de fer. Et là, Jon Snow, oh, mais c'est quoi ce bordel? C'est un peu trop genre, on te balance tout ça, vraiment, c'est un petit peu le sentiment qu'il y a dans cet épisode, c'est on te balance les infos et démerde-toi. Et c'est vraiment pour dire, voilà, on l'a dit, tu sais tout, et on verra comment ça nous mène dans l'épisode 2. Mais là, j'ai eu l'impression vraiment que c'était balancé comme ça. La révélation autour de Jon Snow, oui, mais les bandes annonces, elles me laissaient quand même soutenir quelque chose de plus solennel, de plus émouvant. On voyait Jon Snow devant l'arbre-cœur, on voyait Jon Snow devant la statue de son père ou de Lyanna. On se disait peut-être que Bran va lui annoncer d'une manière un peu plus, moins pas robotique, mais d'une manière un peu solennelle, d'une manière, voilà, Jon, on a cherché dans les livres de la Citadelle, on a vu ceci, cela, un peu plus calme, un peu plus réfléchi. Là, t'as l'impression que c'est Sam qui lui balance dans un moment d'énervement, en mode, mais tu crois que c'est quoi, elle est tarée, Daenerys, c'est toi le roi, vas-y, prends-le et tout. Mais ce qui m'a peut-être gêné, c'est le côté trop spontané de Sam Tarly qui balance l'information comme ça, en mode, allez hop, thread Twitter, voilà, je t'ai balancé l'info, tu te démerdes, tu apprends, tu apprends pas, tu fais ce que tu veux. On verra bien comment ça évolue dans l'épisode 2, mais c'est vrai que c'était assez étrange cette sensation de on balance la séquence et démerde-toi. Je sais pas trop, je sais pas trop, c'est bien mais pas bien en même temps, donc on en discutera dans d'autres vidéos ou en commentaire, mais la séquence de la révélation autour de Jon Snow, voilà, c'est ouais quoi. Ouais. Mais en fait, ce qui est un petit peu frustrant, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont inversé exprès les séquences entre les révélations, autour par exemple du destin tragique de la famille de Sam Tarly. C'est tragique, c'est émouvant, on sent c'est malaisant, que c'est gênant. Et là, ouais, là j'étais pris, là j'étais dedans, j'étais en mode, oh putain, ils lui ont balancé comme ça et tout, c'est chaud et tout, c'est difficile, mais il va la buter et tout, vraiment j'étais pas bien. Et la séquence de la révélation de Jon Snow, c'était bof quoi, moi j'ai pas trouvé ça ouf. En fait j'aurais aimé que la séquence de révélation autour de la famille de Tarly, ce soit la même chose, la même intensité émotionnelle que pour Jon Snow. Alors bien sûr, je m'avance pas trop, mais peut-être que les révélations autour de Jon Snow et tout ça, ça va avoir des impacts, ça va même, pas trop, sans trop m'avancer, mais même sans trop même être arrogant, je pense que on peut dire que clairement ça va avoir des impacts, que Jon Snow il va pas être en mode ouais au final je suis le roi, il va rentrer comme ça, c'est la fête. Non, Jon Snow, il va arriver dans l'épisode 2, il va bader complet, il va être vraiment pas bien. Daenerys, elle va pas être bien, mais j'aurais aimé peut-être qu'il y ait une autre intensité émotionnelle qu'on n'a pas eu justement avec cette révélation autour de Jon Snow. C'est Osef sur 20 quoi, ça m'a pas transcendé, il lui a balancé ça comme ça et débrouille-toi quoi, donc c'était pas... Je m'attendais vraiment à mieux, alors que la révélation autour de Sam Tarly, voilà, ça m'a beaucoup plus pris au trip par exemple. C'est ça qui m'a un petit peu le côté paradoxal entre les deux révélations quoi. Enfin, l'avant-dernière séquence dont je veux absolument vous parler, c'est la séquence vraiment
qui m'a peut-être le plus surpris, en bien, en très bien justement, c'est la séquence où Tormund découvre avec Beric Dondarrion et après il va rencontrer Ed la douleur et la garde de nuit, le château des Ombles. Et justement, ce château des Ombles, il est désert total, c'est une scène magnifique, vraiment très prenante et effrayante à la fois. Comme je vous avais dit dans mon analyse du trailer, cette séquence en fait, elle me faisait vraiment penser à la Moria quand on voyait Beric Dondarrion qui avançait avec son épée en feu. Pour moi, c'était, comment il s'appelle, la même séquence que Gandalf quand il découvre la Moria avec son épée magique. Beric il éclaire, mais Gandalf avec son bâton magique et la pierre, il éclaire vraiment la Moria et ils avancent dans la pénombre, pas trop de bruit parce que c'est un tombeau un peu, il y a des morts, il y a des traces de bataille, mais là c'est pareil. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé cette séquence. D'ailleurs, je viens de me redonner des frissons tellement que j'en parle. La séquence du château des Ombles, vraiment très belle scène, très prenante, effrayante à la fois. Quand ils sont dans les couloirs, vraiment, il y a un bruit, genre ils vont se fighter dessus. C'est prenant. Vraiment une scène très prenante. Peut-être même, j'ai envie de dire, la meilleure scène de l'épisode. Alors que paradoxalement, c'est pas forcément la scène que j'attendais le plus dans cet épisode. C'est une très très bonne scène, vraiment magnifique. Et justement, elle se clôture avec un moment qui, je pense, va être décortiqué en long, en large, en travers sur YouTube, dans des threads partout. Je pense que tout le monde va décortiquer cette séquence où on a le jeune Ned Omble qui est tout simplement figé sur le mur avec des symboles, le fameux symbole, la fameuse spirale des marcheurs blancs que je vais décortiquer dans une autre vidéo. Je vais essayer de creuser un petit peu là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment le moment le plus intéressant de l'épisode. Donc, paradoxalement, comme je vous ai dit, c'est pas le moment que j'attendais le plus, mais c'est le moment que je vais le plus décortiquer justement. Donc je vais bien voir ce que ça va donner autour de ça. En théorie, je vais essayer de voir, il faut que je revoie les premiers épisodes parce qu'on voyait beaucoup de symboles, on voyait beaucoup de symbolique aussi des marcheurs blancs. Et justement, j'ai beaucoup d'idées autour de la symbolique de la spirale que je veux vous développer en vidéo, mais là, le but c'est vraiment de rester concentré sur l'épisode à chaud. Donc la séquence du jeune Omble qui est complètement empalé sur le mur avec les mains, les bras, les pieds sans doute de ses bannerets et de ses potes autour de lui. C'est vraiment une séquence mais troublante et horrible parce que vraiment j'avais l'impression de voir un film d'horreur quoi. Mais vraiment ça c'est génial. Et là ils ont réussi leur coup, vraiment le coup du film d'horreur où tu as le cadavre vraiment qui s'anime comme ça et qui regarde comme ça, vraiment c'est la poupée quoi, c'est la poupée Chucky qui va te buter, qui comme ça vraiment, et tu as Beric Dondarrion qui va planter son épée et qui va enflammer toute la spirale de cadavres, et tu vois le jeune Omble qui est comme ça en train de s'exciter et tu vois le feu qui se répand et c'est vraiment une très belle scène. C'est comme un petit peu le début de l'épisode que je vous ai dit, c'est le contraste chaud-froid, le côté marcheur blanc, le côté feu, et en fait on a vraiment on a encore une rencontre du dieu de la lumière R'hllor à travers Beric Dondarrion et du grand autre, la fameuse divinité des marcheurs blancs à travers le jeune Lord Omble qui a été transformé en spectre justement. Donc c'est vraiment une séquence effrayante, voilà c'est le mot qui ressort, effrayante. Et justement il y a un des trois personnages principaux, je ne sais plus lequel, qui va dire mais c'est le roi de la nuit, il nous a laissé un message, et justement je vais essayer de décortiquer ce message pour voir s'il n'y a pas des informations complémentaires, donc je viendrai dessus dans une autre vidéo. Mais voilà, pour faire résumer cette séquence, c'était la meilleure séquence à mes yeux de cet épisode et c'est la séquence qui m'a le plus plu et intrigué. C'est pour ça que je referai une vidéo complète sur cette séquence, voilà tout simplement. Donc je peux pas en dire plus, je suis pas encore assez ébouillanté intellectuellement parlant pour pouvoir vraiment parler de cette séquence dans le plus grand détail, mais en tout cas voilà, retenez ça, c'est une séquence qui m'a plu, la plus belle séquence et la plus effrayante à la fois de cet épisode à mes yeux, c'est clairement la séquence forte de cet épisode. Et enfin, on clôture l'épisode sur l'arrivée de Jaime. Alors je pensais que c'était Mélisandre au début et j'étais là, je fais oh putain c'est Mélisandre, génial et tout, on l'a pas vu encore. Et en fait j'avais complètement oublié Jaime, clairement j'avais oublié Jaime. Et là du coup quand je me suis rendu compte que c'est Jaime, je me suis dit merde, mon idée comme quoi on avait vu Jaime avec l'armure, c'était l'armure de Robb Stark qu'il avait récupéré aux jumeaux et tout pendant son voyage, qu'on allait le voir arriver à l'épisode 2. Non, on le voit arriver à la fin de l'épisode 1 et il arrive tout penaud avec son petit sac à puce pour se cacher, justement parce que c'est le Kingslayer, il est pas trop bienvenu non plus. Et en fait c'est une séquence assez touchante parce qu'il arrive et il revient en mode
je suis bien, j'ai pas la pression de Cersei, je suis bien, je suis revenu à Winterfell, je vais pouvoir défendre mon honneur et tenir ma parole. Et là, il se retourne et il tombe sur le robot. Il tombe sur le robot et le robot, il fait quoi? Poker face, je sais ce que tu as fait. Et là, Jaime, oh putain, il est en vie encore. Et là, c'est vraiment une séquence, il n'y a que du regard, il y a un jeu de regard dans cette séquence. Et justement, j'ai trouvé ça très intéressant de clôturer sur ça parce que vraiment, clôturer sur une image de Bran, ça montre que Bran, c'est pour moi la clé, c'est lui qui détient la clé de tous les personnages, qui sait tout, qui a tout vu et qui sait tout et qui va justement aider les personnages à accepter leurs différences et tout. À mon sens, c'est Bran qui va le plus les aider sur ça. On verra donc bien qu'est-ce que ça va donner l'arrivée de Jaime dans le second épisode. D'ailleurs, si jamais il y a la bande-annonce du deuxième épisode qui est disponible et on voit un petit peu tout ce qui se passe, mais je vais pas en parler, je veux pas spoiler celles et ceux qui ne veulent pas regarder les bandes-annonces. Mais voilà ce que je voulais dire avant, c'était que c'était sympa d'avoir parlé devant une caméra pendant 1 heure. On verra bien si la vidéo fait 1 heure. Je pense qu'elle va être assez longue parce que je vais faire des cuts, mais pas trop non plus. J'espère que c'était pas trop brouillon, que c'était pas trop répétitif non plus. Mais voilà, j'ai vraiment voulu donner mon avis à chaud, mon ressenti. Je suis pas trop peut-être rentré dans l'analyse de certaines scènes. J'ai vraiment voulu donner mon ressenti à chaud, vraiment à chaud. Donc vous vous doutez bien qu'à chaud on peut dire des bêtises. Donc si jamais j'en ai dit, n'hésitez pas à me corriger. Enfin vraiment, faites-moi vos retours de ce que vous avez pensé de cet épisode. C'était un épisode 1 très bien. Pour moi, j'ai trouvé ça très bien, même si j'ai beaucoup critiqué certains choix, je suis très exigeant, mais j'en retiens quand même du positif. C'est le retour de Game of Thrones, c'est le retour des personnages, c'est des nouvelles situations, c'est des effets spéciaux, c'est pas de bataille, mais c'est vraiment de la mise en contexte, c'est un moment absolument terrible avec le château des ombres, c'est vraiment un moment mais terrible, c'est peut-être la séquence forte de cet épisode, je le redis mais parce que je le pense, c'est vraiment ça. N'hésitez pas si jamais vous voulez discuter avec moi, j'essaierai de faire un maximum pour vous répondre à toutes et tous, j'essaierai, donc soyez aussi calme de ce point de vue là si je ne réponds pas tout de suite, parce que je pense que je vais avoir beaucoup de retours à faire. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Discord et Instagram. Donc par ordre de priorité, c'est plus important de me suivre sur Twitter parce que je suis beaucoup plus actif sur Twitter. Discord, j'y suis de temps en temps, je vais essayer d'y être un petit peu plus régulièrement. Instagram, j'y suis pas tant que ça, donc bon, vous pouvez me suivre, j'essaierai de répondre, mais j'y suis pas tant que ça, j'accroche pas trop au réseau social Instagram, donc voilà, c'est juste pour vous le dire. Mais voilà, si jamais vous voulez me suivre, Twitter, et puis bien entendu, le réseau social le plus important, si vous voulez pas que je vous envoie le robot qui fasse un poker face, cliquez sur vous abonner, voilà, c'est juste ça. Et puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez faire comme le Kingslayer à la fin, un poker face, un like. Vous pouvez tenter si jamais ça vous a plu, donc voilà. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2, mais on se retrouve aussi cette semaine pour d'autres vidéos, et notamment des vidéos géographie, peut-être des hors-séries si je me débrouille bien, des analyses, des unboxings, enfin plein de vidéos, ne vous inquiétez pas, on va vraiment décortiquer cet épisode. Là c'était une réaction à chaud, donc ça part vraiment dans tous les sens, c'est général, c'est mon avis, mais après on va vraiment plus rentrer dans le détail et on va essayer un petit peu de décortiquer et de voir qu'est-ce qui se cache derrière la signification des signes des marcheurs blancs, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc voilà, merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était le Maître Thibaut, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, pas trop ennuyé, que c'est pas trop parti dans tous les sens. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne nuit ou bonne journée, je ne sais pas, parce que moi il est 6 h du matin, donc je pense que je vais essayer de commencer mon montage. Merci encore à vous, et à la prochaine, salut!